Voilà, ici je vais faire une vidéo concernant les lois de composition interne et trouver une loi de composition interne bien spécifique. Voilà, loi de composition interne et de parler de stabilité. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Quoique bon, la composition interne, j'en ai suffisamment parlé. Bon, maintenant je vais pratiquer la composition interne avec une loi générale, bon, que je vais dénommer, que je vais définir, Bon, donc une LCI et parler de stabilité. Par rapport, bien sûr, à cette loi de composition interne. Hein. Voilà, si je parle de stabilité, c'est la stabilité dans une loi de composition interne. Bon, supposons que je prenne un opérateur, tout d'abord un ensemble, je prends un ensemble donné, E, et une loi généralisée T. Voilà. Voilà. Donc j'ai un ensemble muni d'une opération, d'une technique, d'une procédure, d'une loi, qui est la loi T, pour un ensemble, enfin bien sûr, dans un ensemble E. C'est-à-dire que je vais prendre des éléments de E et je vais lui faire subir l'opérateur T, la loi T. Bon, mais pour faire subir l'opérateur T, il faut au minimum 2 éléments. Hein. Je veux dire, je peux pas faire, je peux pas faire avec un élément. Il me faut absolument 2 éléments, hein, x, t, x, pour avoir un résultat. Parce que si je prends un élément, je ne sais pas faire subir l'opérateur. Il faut absolument 2 éléments pour faire subir l'opérateur t. Voilà. Bon, ici, ils sont les mêmes. J'aurais pu les prendre différents. x1 et x2. Là, j'ai bien x1 différent d'x2, x1 appartenant à E, voilà, et x2 appartient à E. Et fatalement, quand je vais faire x1, t, x2, ben, je vais obtenir par exemple un x3, et ce x3 appartient aussi à E. Voilà, donc x3, le résultat appartient à E. Voilà, donc, en fait, ça veut dire que j'ai pris un élément de E, hein, prendre un élément de E, voilà, j'ai pris un élément de E, puis je prends encore un autre élément de E. J'en fais un produit cartésien, c'est-à-dire que j'ai pris un couple XY ou X1, X2. Hein, dans mon cas de figure ici, j'ai pris X1, X2. Voilà, mais je peux dire XY. Voilà, si je supplante l'écriture là par celle-ci, il n'y a pas de problème. Voilà, et là, j'obtiens un résultat qui est Z, et Z appartient aussi à E. Voilà. Et ça, elle sera partout définie. Donc, en fait, ce sera une application de, si vous voulez, de E fois E qui est E carré vers E. On aura à chaque fois une flèche qui sera liée entre les 2 éléments que j'ai pris et l'opération due à l'opérateur T qui va me fournir un résultat Z, ou dans ce cas-ci, hein, bon, je supplante l'écriture ici E carré, E fois E par E carré dans E. Là j'ai XY, bon là j'obtiens Z. Hein, j'aurais pu dire bon Z, et là j'obtiens, je ne sais pas moi, X3. Voilà. Bon, c'est des formes d'écriture. Bon, j'aurais pu écrire alpha. Bien sûr, l'écriture, ça va être quoi? C'est x, t, y égale z. Hein. Ici, dans ce cas-là, l'écriture, c'est x1, t, x2 donne x3. Voilà, et là, j'aurais pu mettre alpha, bêta, voilà, qui voilà, va me donner, je sais pas moi, un gamma. Donc voilà, alpha, t, bêta donne un résultat. Bon, le résultat est dépendant uniquement de la loi T. D'une loi à l'autre, bon, vous n'aurez pas le même résultat. Voilà. Vous n'aurez pas le même résultat. Voilà, vous aurez des résultats distincts en fonction du type de loi et du type d'ensemble que vous prenez au départ. Voilà. Bon, ça c'est une loi générale. Bon, ici on va un petit peu particulariser, je veux dire, la chose en prenant, je veux dire, un ensemble E défini qui est l'ensemble des rationnels. Bon, j'explique ce que c'est qu'un rationnel, c'est tout simplement, je veux dire, un rapport de 2 nombres entiers. Hein, que là, je peux mettre A, là, je peux mettre B, ou bien sûr, B est différent de 0. Je ne peux pas diviser par le nombre 0. Bon, en fait, jouer avec des rationnels, bien sûr, ce nombre rationnel peut se mettre sous forme de virgule. Hein.
je peux obtenir ceci. Et comment voit-on qu'il est rationnel quand il est sous forme de virgule? Mais je veux dire, on a, si vous voulez, toujours une période. Cette période, par exemple, voici un rationnel. 0,5 est un rationnel. Pourquoi? Parce que on a tout un ensemble de zéros derrière. Hein. Voilà, dès le moment où on a voilà, une période qui suit, ici on a tout des 1 jusqu'à l'infini. Donc la période c'est 1. Là la période c'est 0. Donc ces deux-ci on sait le mettre sous forme de nombre fractionnaire, une fraction. Fractions qui, je le rappelle, sont des nombres entiers. Hein. C'est deux nombres entiers. Voilà, par exemple, ici, ça aussi c'est un nombre rationnel. Regardez. Q 0, 21, 32, 54, 17, 171, 171, 171. Voilà, j'arrive à, je veux dire, une période. La période, elle est, voilà, et on met 3 petits points pour dire que ça continue toujours. Voilà. Dans tous les cas de figure, un nombre rationnel continuera toujours. Parce que si je prends, par exemple, 6 dixièmes, qui est un nombre décimal, hein, parce qu'il peut se mettre sous forme de puissance de 10, voilà, qui est 10 exposants moins 1 fois 6, hein, 6 dixièmes. Ah, ça c'est 0,1 fois, voilà, c'est une puissance de 10, ce qui veut dire 6 fois 10 moins 1. Donc quand on a A sur 10 exposants M, voilà, eh bien, on a un nombre, ce qu'on appelle un nombre décimal. Voilà. Bien sûr, A étant entier ici. Voilà. Et ici, la puissance, elle est négative, le M, parce que s'il était positif, bon, on aurait un nombre qui... Voilà, 10 moins... Si je prends 10 moins... Si je prends 10 exposant 1, ce qui fait... Non, je me suis trompé. Ici, le M, là, c'est 10 exposant 1. Puisque là, c'est 10 moins 1. Là, donc, le M, ici, il est positif. Hein. Positif. Ce qui peut être nul, 10 exposant 0. Si on a 10 exposant 0, ce qui fait 1, on aura 6. On aura 6 unités. Donc, si vous voulez, le M, il est plus grand que 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Et M est entier. Est entier, mais voilà, donc M, on dira que M appartient à N sauf 0. Et A appartient, si vous voulez, à N. Peut-être positif, à Z. Peut-être aussi bien positif que négatif. Voilà. Voilà, et ça c'est un nombre décimal, donc 0,6 c'est un nombre décimal, et tout nombre décimal est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que ce 0,6 a tout un ensemble de zéros derrière. Voilà. Voilà, et on met ça par 3 petits points. Mais généralement, quand c'est un nombre décimal, on ne met pas les zéros, on retire les 3 petits points, on retire les zéros, et on laisse 0,6. Contrairement ici, il faut montrer qu'on a une période, voilà, et puis on met ces 3 petits points. Voilà, donc celui-ci n'est pas un nombre décimal, fatalement, parce qu'il y a une période autre que 0. Quand on a une période autre que 0, ben, c'est pas un nombre décimal. Voilà, et donc tout ce qui a une période, ben, c'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction, qu'on appelle un nombre rationnel. Voilà, parce qu'il y a des nombres qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction. Ces nombres-là, ben, c'est ceux qui n'ont pas de période derrière. C'est ce qu'on appelle des nombres irrationnels. Voilà. Supposons que je me situe, je vais définir un ensemble, l'ensemble Q. L'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire ceux qu'on peut mettre sous forme de fractions et qui s'écrivent, si on veut le marquer avec une virgule, mais qui a une période constituée d'une période. On le retrouvera généralement souvent avec 3 petits points, ou pas si c'est un nombre décimal. Voilà. En fin de nombre, bien sûr, hein, les 3 petits points. Bon, supposons que cette fois-ci, je prenne une loi, non pas E qui est générale, mais une loi Q qui est particulière, avec une loi star. Voilà, une loi star qui est une loi étoile. Voilà. Je définis une loi étoile. Voilà. Et je vais tout simplement dire que je vais prendre deux rationnels de Q, hein, que je vais appeler, bon, X, par exemple. Je fais appliquer la loi étoile, X, à Y. Un deuxième élément de Q. Donc X appartient à Q, et bien sûr Y appartient à Q. Bon. Alors, si je définis ce
x star y je fais appliquer par exemple une somme, x plus y, voilà, et qu'à ça, je fais appliquer un produit, x fois y. Voilà. Généralement, quand il y a on parle de lettres x et y, le produit, on le met avec un point, parce qu'on risque de confondre avec le x. Bon, alors ici, je vais mettre un point, ou rien du tout. Mais sachez qu'ici, c'est un produit. Hein. C'est un produit, et là, une somme. Donc, je fais la somme de, si vous voulez, de x plus y, et je fais le produit de x fois y. Et en associant la somme de la somme des deux nombres par le produit des deux nombres, mais j'obtiens la loi x étoile y. C'est-à-dire, par exemple, je vais choisir dans Q la valeur 2. 2 est un rationnel. Hein. Pourquoi? Parce qu'on sait le mettre sous forme de fraction, 2 sur 1. Voilà, c'est bien un nombre que je sais mettre sous forme de fraction. Donc, tous les entiers sont des nombres rationnels. Fatalement. Donc, on a, si vous voulez, l'ensemble n. Au-dessus de n, on retrouve z. Et bien sûr, au-dessus de z, vous retrouverez les rationnels. Mais dans ça, vous retrouvez aussi des décimales. Hein, parce qu'on a les décimaux. Hein, voilà, les rationnels reprennent les décimaux. Puisque les décimaux sont des rationnels. Hein. Les entiers sont des rationnels. Les entiers naturels, hein, qui sont strictement positifs. Enfin, plus grand ou égal à 0. Voilà, plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire ils sont de signe plus et il y a le 0 dedans. Alors que les entiers z contient les positifs, mais aussi les négatifs. Et le 0, parce que le 0 est déjà dans n. Voilà. Bon, si vous voulez, z c'est n. Z, si vous voulez, c'est n plus les nombres négatifs. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, on a les nombres décimaux. Hein, les nombres décimaux, c'est ce que je vous ai, c'est toutes valeurs qui peuvent se mettre sous forme de puissance de 10 où A appartient aux entiers et, 10 et M est un naturel, bien sûr, sauf 0. Parce que 10 exposé au 0 vous donnerait 1. Là, on aurait A sur 1 et A sur 1, ça fait A. Et A, bon, c'est un nombre entier. Voilà, et A est un nombre entier. Un nombre entier, A appartenant à Z. Hein. Voilà. Et si on sait écrire A qui appartient à Z sur 10 exposant M, où M l'exposant est un nombre naturel sauf 0, ben, on a affaire à un décimal. Maintenant, pour avoir un rationnel, ben, c'est toutes les valeurs qui peuvent se mettre sous la forme A sur B, qu'on sait créer sa fraction, ou bien sûr B différent de 0. Voilà. Là, on a quoi? On a, si vous voulez, Q regroupe tout ça, DZN. Bon, à côté de ça, il y a les irrationnels. Hein. Bon, les irrationnels, c'est pas les rationnels. Bon, les irrationnels, c'est un ensemble à part hein, que je peux appeler I. Voilà. Et bien sûr, les irrationnels et les rationnels forment l'ensemble des réels. Bon, ça, vous comprendrez. Et qu'au-dessus des réels, on retrouve les nombres complexes. Voilà. Voilà, c'est tout des sous-ensembles. Voilà. Des parties d'ensemble. C'est des parties d'ensemble. Voilà, mais nous étudions ceci, que la loi star, on définit la loi star ici, dans le cadre de cet exercice-là, mais que dans ce cadre de cette définition-là de x étoile y, bon, une étoile, ça se dit star en anglais. Hein. Voilà, ça veut dire étoile. Bon, mais ça c'est pour la petite histoire. Bon, quand je dis x star, ben, vous comprendrez que c'est x étoile. Hein. X étoile y, ou étoile, c'est un opérateur. Voilà, un opérateur qui fait agir un rationnel x, ben, un autre rationnel x, et qui va donner comme résultat, ben, il suffit de faire x plus y plus x fois y. Et vous avez, par exemple, ouais, je voulais prendre 2. 2 est un rationnel, c'est ce que je disais. Je vais reprendre le nombre 2. Je prends x égale 2 et y égale 3. Ben, c'est deux rationnels. Hein. Je viens de le dire pourquoi. On sait le mettre sous forme 2 sur 1, 3 sur 1, mais c'est parce qu'en fait, comme c'est des naturels, les naturels font déjà partie des rationnels. Voilà, je vais te montrer avec les exemples ici. Donc, je prends x égale 2 et y égale 3. Donc, si je fais que vaut 2 star 3, ben, il suffit de faire 2 plus 3 plus 2 fois 3. Là, je mets la croix ici. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai pas d'ambiguïté avec le x. Hein.
Voilà, c'est des nombres aussi, il n'y a pas de nombre qui ressemble à x. Par contre, ici, avec les lettres, bon, j'ai une ambiguïté possible avec le x, donc je mets un point ou rien du tout. Mais j'opte ici quand même pour un point pour dire que c'est vraiment la multiplication que je fais. Ben, quoique je peux l'enlever, hein, c'est pas ça, je peux faire xy. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Par contre, ici, bon, je suis obligé, je mets, pour bien montrer que je fais la multiplication, une croix. Croix de Saint-Georges. Croix de multiplication. Saint-André, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a croix de Saint-Georges. Une qui est croix de Saint-Georges, c'est l'autre Saint-André. Enfin, je ne me rappelle plus. C'est ce qu'on retrouve dans le drapeau britannique, si vous voulez. Toutes les croix, beaucoup de croix, on les retrouve dans les drapeaux, tels que la Suisse, la Suède, la Norvège, le Danemark, voilà, la Grande-Bretagne, tralali, tralala, plein de pays avec des croix. Bon, diverses croix. Enfin bref, ici, les opérations, ici, c'est une croix. Une de Saint-André, l'autre Saint-Georges. Bon, je ne me rappelle plus laquelle est laquelle. Chaque fois, je fais l'amalgame, mais enfin, c'est pas grave. Pour l'exercice, ici, c'est pas grave. 2 fois 3, c'est qui fait 6. 2 plus 3, ça fait 5. Et 6 plus 3, ça fait 11. Autant dire que 2 étoiles 3 donne 11. 2 étoiles 3 donne 11. Voilà. Donc, si je devais écrire, ça, je vais l'effacer. Bon, à titre d'exercice, ouais, on va refaire un autre exemple. Hein. Donc, 2 étoiles 3 me donne 11. Voilà, le résultat. Bon, faisons agir l'opérateur avec, par exemple, 10 et 5. 10 étoile 5, de nouveau. Voilà, on aura 10 plus 5 et 10 fois 5. Voilà. 10 plus 5 et 10 fois 5. Bon. 10 plus 5, ce qui fait 15, plus 10 fois 5, 50. 50, ça qui fait 65. 10 étoile 5 donne 65. 10 étoile 5 égale 65. Bon, alors tout d'abord ici je ferai déjà une petite comment est-ce qu'on appelle ça, une petite remarque. Si je vous donne 2 et 3 et que je vous le dis, l'opération donne 11. Si je vous donne 10 et 5, l'opération fait 65. Ben, en fait, ça constitue ici du codage. Hein. Je le dis tout de suite. Ce qu'on appelle une forme de codage. Hein. Codage, pourquoi? Parce que je ne connais pas ce qui est caché derrière pour obtenir le 11 et le 65. Voilà. Et donc, un codage, ça veut dire que bon, il y a un algorithme qui est caché derrière et qui fait en sorte que ça me donne des résultats et toujours en rentrant des valeurs, va toujours faire la même opération et qui va me donner un résultat en fonction, je veux dire, d'un traitement, Mais en informatique, ce traitement peut être un algorithme de traitement et peut constituer un codage, c'est-à-dire que l'algorithme n'est pas vu par tout le monde. Il n'est vu que par ceux qui vont programmer l'algorithme. Et ceux qui peuvent le trouver, bien sûr, hein, qui peuvent trouver, je veux dire, il y a des gens qui peuvent trouver des algorithmes, voilà, ils peuvent les trouver. Ben, vous faites un algorithme, et il y a des gens qui sont capables de retrouver, de décrypter votre algorithme. Pourquoi pas, ouais, il y a des gens comme ça. Bon, enfin bref. Donc ici, si on devait décrypter, je veux dire, le traitement, mais le traitement qui a été fait, c'est tout simplement x plus y plus x fois y, tout simplement. Mais allez savoir combien, en ayant ceci, quel est le traitement qui a été fait. Bon, c'est impossible à dire. Impossible non, parce que je veux dire, il y a moyen de trouver. Hein. Il y a moyen de trouver. Bon, le tout, c'est qu'il faut passer son temps à chercher. À un moment donné, on risque de tomber sur la bonne réponse. Voilà. Bon, ça constitue un décryptage, mais vous voyez qu'une bête formule comme ceci peut faire chercher les gens pour, pendant longtemps pour retrouver, qu'en mettant 11, 65 et d'autres, bien sûr, d'autres valeurs qui vont donner des autres valeurs, mais que, pour finir, si je vous donne pas ceci, il y a des gens qui sont capables de trouver ceci. Et pourtant, celui-ci, il est simple, hein, x plus y plus x fois y. Mais malgré tout, parce que pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de possibilités qui peuvent donner, de traitements qui peuvent
On peut tout imaginer comme type de traitement avec tout ce qu'on veut, des logarithmes népériens, des sinus, des cosinus, des tangentes, des sommes infinies, voilà, qui peuvent donner des résultats. Vous comprenez? Donc pour trouver un algorithme, c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà. Ouais, c'est très compliqué. Donc ici, bien qu'il est simple, bon, il est constitué que d'une somme, d'une somme, d'une somme et d'un produit. Donc, en d'autres termes, il est constitué d'une somme et d'un produit. Bah, c'est simple. Ouais, c'est simple. Mais bon, pour retrouver la formule, hein, bon, je peux mettre dans un auditoire, voilà, dans une salle, réunir toutes des personnes et de pouvoir retrouver, je veux dire, ce bête calcul-là, rien qu'en donnant, je veux dire, voilà, des résultats. Mais je vous prie de me croire qu'il n'y en a pas beaucoup qui trouveraient ça. Voilà, pourtant c'est simple. Voilà, pourquoi? Parce que c'est une porte ouverte. Ici, c'est une porte ouverte à beaucoup de résultats. On peut avoir beaucoup de cas de figure possibles dans sa tête, de traitements imaginables, alors qu'il n'y en a qu'un seul qui va donner celui-ci. C'est comme si on avait une clé. Il n'y en a qu'un seul qui est la clé du résultat. Et il faut tomber dessus. Et bon, là, il faut beaucoup chercher, beaucoup chercher. Voilà, pourtant, c'est simple, hein, celui-ci. Voilà, ben, c'est pas parce que c'est simple. Généralement, ce qu'on ne voit pas dans les formules cachées, ben, généralement, c'est compliqué. Hein. Décrire les choses qui sont cachées, hein, c'est un petit peu comme si je prenais une petite épingle, et je la cache dans une grande ville. Alors, voilà, il faut chercher l'épingle. Bon, vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont trouver cette épingle-là. Voilà. Par contre, il y en a peut-être un qui va passer à côté de l'épingle, qui va finir par trouver l'épingle. Comme par hasard, voilà. Il y en a qui vont essayer peut-être le traitement. Et dire au hasard, il va finir par comprendre que c'est ça qui a été fait. C'est comme la personne qui va passer à côté de l'épingle, qui va voir l'épingle. Voilà. Ou tout simplement quelqu'un qui a vu qui a fait l'algorithme, et qui va finir par se dire, ou qui voilà, qui a un petit peu triché. Il y a des gens qui vont peut-être voir le gars qui a fait l'algorithme, ou peut-être le gars qui a fait l'algorithme va le divulguer, et ça va aller de proche en proche pour se retrouver dans les oreilles d'un peu tout le monde. Et là, bon, ça n'a pas été trouvé, on dira, mais ça a été, je veux dire, entendu. Bon. Si ça a été entendu que voilà, le traitement de x star y donne x plus y plus x fois y, bah, je veux dire, si ça a été entendu, je n'ai plus à me casser la tête, la clé, je l'ai. Si on me donne la clé, je ne dois pas la chercher. Je ne dois pas chercher où se trouve la clé, puisqu'en fait, je l'ai. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Bon, généralement, hein, là, quand on fait des lois comme ça, on peut tomber dans ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça, le cryptage. Voilà. On peut crypter à partir des lois comme ça. On fait des lois, je crypte. Je peux crypter ce que je veux. Voilà. Bon, ici, je peux crypter par rapport à une loi qui est comme ceci, par exemple. Bien sûr, pour des valeurs bien définies hein, de x. Hein. ln de x plus 3x carré sur 5 moins 12 arctangentes de x. Voilà. Ouais, je rajoute à ça 3 factoriels. Voilà, comme ça, là, par exemple, voilà. Là, je vais trouver des valeurs. Pour une valeur x donnée, bien sûr, c'est par rapport à une valeur. Allez, je peux mettre y ici, comme ça, j'aurai 2y. Voilà. 3 ln de x. Allez, je vais même mettre ici x sur y, bien sûr, avec des valeurs x et y définies. Mais là, j'obtiens, je veux dire, et là, bon, je suis certain que personne ne trouvera. Je peux trouver vous donner les résultats de que fera de x sta étoile y, mais que personne ne trouvera ce que je viens de mettre là, en cryptage. Décrypter, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Ça peut être que des simplicités, ouais, quand on voit ça, c'est simple. À la réponse, c'est facile, c'est un logarithme népérien avec, on additionne factoriel de 3 qui fait 6. Ouais, ici, factoriel de 3, j'aurais dû mettre factoriel de x, parce que 3 factoriel de 3, ça qui fait 1 fois 2 fois 3, ce qui fait ouais, bien 6, ouais. Factoriel de 3, ça fait 6. J'aurais pu mettre factoriel de x, voilà, factoriel de x. Voilà. Ça, là, on a une variable. J'ai des variables partout, x, y, voilà. Et ici, je rapporte de variables. Et ici, je prends le logarithme d'un rapport de deux variables. Voilà. Et là, je prends une fonction un peu, je veux dire, spécifique qui est l'arctangente. Bon, je prends l'arctangente de y. Bon. Et vous voyez, avec tout ça, bon, j'obtiens un truc de... Allez me chercher l'opération que si je donne des nombres ici, vous ne trouverez jamais ce qui est là. Jamais de la vie.
Ah, et je peux encore compliquer, faire plus complexe que ça, hein. Bon, ça reste pas compliqué quand on a la réponse, mais pour chercher qu'est-ce qui est caché derrière, c'est-à-dire si je cache ceci, je vous donne des résultats ici, mais vous trouverez jamais, hein, vous trouverez jamais. Et plus on mélange, on fait des mélanges comme ça, et plus je veux dire, le décryptage, il est complexe. Voilà. Voilà. Donc ici, ceci étant dit, on va retomber donc sur ma loi de composition interne et que généralement on tombe sur des fameuses lois qui peuvent crypter en fait. Voilà. X star Y, on a dit que c'était la somme de la somme et du produit. Voilà. Alors on dirait que bien sûr, comme j'ai dit, X, Y appartiennent bien sûr à Q carré et le résultat X star Y, ben, il appartient à Q. Ouais, c'est bien une application de Q carré dans Q. Voilà. Donc, on est bien, on a pris des éléments dans Q pour me retrouver dans Q. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui est interne. Alors, si c'est valable pour tous les éléments, quel que soit x, y, ben à ce moment-là, elle est partout définie, tout simplement, partout définie. Voilà. Donc, et ça, c'est une loi de composition interne. Bon, maintenant, je vais prendre une partie. Je vais regarder, étudier la stabilité. Alors, une partie, c'est une partie d'ensemble. Hein. Si j'ai, par exemple, un ensemble E, ben là, c'est un sous-ensemble, si vous voulez. Partie, c'est un sous-ensemble. Voilà. J'ai l'ensemble E et j'ai l'ensemble A. C'est une partie de E. A, c'est un sous-ensemble de E. Donc A, c'est une partie de E. Voilà. Alors, quand on a une loi de composition interne et qu'on parle de partie, ici, je peux écrire l'écriture mathématique. A est inclus dans E. Hein, ça, bon, hein. Voilà. Et ici, on aura, quel que soit x, y appartenant, cette fois-ci, à A carré. Je suis plus dans E, je suis dans A carré. Mais comme il est dans A carré, mais il fait partie de E, quelque part. Hein. Mais bon, c'est une partie, c'est pour une partie. Voilà. Quel que soit x, y qui est appartenant à A carré, bien sûr, A carré est inclus dans, si vous voulez, dans E carré, hein, dans le cas de figure ici, eh bien, si je fais agir x star y, eh bien, attendez, ici, xy, ouais, xy appartient bien à A carré. Xy appartient bien à A carré. Si je fais x star y, ben, à votre avis, il appartiendra à quoi? Ben, il appartiendra à A. C'est-à-dire que je serai ici, l'opérateur va faire agir pour donner un résultat dans A. Voilà. Et quand on a ça, on dit que A est stable. Voilà, c'est ça la stabilité. A est stable. A est stable pour la loi bien sûr, dans l'ensemble A. Pour la loi star dans l'ensemble A. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je prends un élément A, que je fais subir la loi star d'un élément A, mais je suis toujours inclus dans A. Je ne serai pas en dehors de A. Voilà. Voilà. Il aurait été instable si je prends x de A, y de A, qui est une partie de E bien sûr, et que j'aurais, voilà, x star y serait en dehors de A. Là, c'est instable. Voilà. Quand je prends une partie de E, donc c'est-à-dire A, que je prends deux éléments de A, ben, le résultat x star A, x star y, pardon, est dans A. Voilà, ça, là on a la stabilité. Donc on a bien A inclus dans E, quel que soit x, y que je veux prendre, et ça, quelles que soient les valeurs x, y, appartenant à A carré, hein, ou à A. Si je les prends séparément, c'est A. Si je les prends séparément, voilà, je peux dire que je prends x de A et y de A. Voilà. Voilà. En d'autres termes, je prends un élément de A et un élément de A, qui est donc de A carré. Et si je suis dans A, mais fatalement, je suis stable. Voilà. Et là, quel que soit x, y appartenant à A,
et que A, on va écrire ça comme ça, et que A est inclus dans E, A est inclus dans E, eh bien, la loi star dont je prends deux éléments de A, mais est toujours dans A. Donc ça veut dire que je prends un élément de A. Je fais agir l'opérateur star sur un élément de A, mais je suis toujours inclus dans A. Voilà. C'est plusieurs manières d'écrire. Hein, voilà. Voilà, ça s'équivaut, tout ça, ça s'équivaut. Voilà. Ça s'équivaut même qu'à un tel point, il existe d'autres définitions. Hein. Voilà, bon, si on part à partir des fonctions, voilà, si je prends f, bon, si je prends f est égal à bon, ici je prends un f, une fonction. Bon, je considère qu'A est inclus dans E, par exemple. A est inclus dans E, et je dirais que c'est stable, A est stable, si, pour la fonction f, si et seulement si, f de A est aussi inclus dans A. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc f de A est inclus dans A. Bon, ça c'est pour une fonction. Ça c'est pour une fonction stable, si vous voulez. C'est une fonction stable. Ouais, donc ici c'est pour les fonctions stables. C'est vrai que voilà, c'est pour les fonctions ça. Fonction peut être stable. Voilà. Bon, maintenant, je vous ai écrit ce que c'était que la stabilité. C'est que je prends un élément x de A, un élément y de A étant une partie de E, hein, et que si je fais x star y, eh bien, il appartient aussi, il est inclus dans A. L'élément appartiendra à A, si vous voulez. Donc, x appartient à A. Et ça, pour tout x, hein, pour tout y appartenant à A, ben, si je fais x star y, l'élément aussi dont je fais agir l'opérateur star sera dans A. Voilà, voilà. Donc, c'est ça la stabilité. Bon, maintenant que j'ai défini la stabilité, on va regarder la stabilité par rapport à notre fameux ensemble Q. Bon, donc on avait dit que x star y, on avait défini par la loi suivante. C'était juste le produit des deux éléments plus la somme des deux éléments. Bon, et ça, c'était valable quel que soit x, y appartenant à Q. Bon, Q, il est là. Bon, je vais créer un sous-ensemble qui est Q, sauf moins 1. Voilà. Donc, attendez. Ici, vous voyez, Q sauf moins 1. Voilà. Donc, ce serait tout Q sauf la valeur moins 1, si vous voulez. Donc, la valeur moins 1 serait ici. Voilà. Bon, ça, c'est valable pour tout Q. Bon, voyons voir pour une de ces parties, qui est Q sauf moins 1. Comment ça va se passer? On va voir ça tout de suite. Comment se passe si je prends une partie qui est Q sauf moins 1. Donc j'extrais le moins 1. Voilà. Donc on voit bien que Q sauf moins 1 est inclus, si vous voulez, dans Q. Ouais. Voilà. Donc il y a 15. Si vous voulez, en dehors de Q, il n'y aurait qu'un seul élément qui serait moins 1. Bon. Alors on va voir si elle est stable, cette loi-là, qui est la loi bien sûr star, qui est x plus y plus x fois y. On va étudier si elle est stable. Voyons voir ensemble. Ben, si je veux que elle s'applique, ben, elle s'appliquera pour x star y différent de moins 1, parce que je ne peux pas avoir moins 1 en résultat. Je ne peux pas avoir moins 1 en résultat. J'ai pris tout Q sauf moins 1. Je rejette le moins 1.
J'ai pris tout. Je peux mettre toutes les valeurs possibles et imaginables, sauf moins 1. Donc, je vais retirer la valeur moins 1 de x star y. Comme ça, bon, la loi, comme elle est là, elle va être adaptée pour q sauf moins 1. Voilà. Ouais, mais si j'applique ceci ici pour sa loi, ça donne quoi? Voilà, c'est applicable pour la loi star. Voilà. Ce qui veut dire que, bon, ici, j'aurai x plus y fois plus x fois y, moins 1 égale 0. Ouais, je ramène le moins 1 de l'autre côté, bon, ça fait 0. Hein. Si x plus y, ouais, ici doit être différent, je m'excuse, doit être différent. X plus y plus x fois y doit être différent de moins 1, parce que bon, on bannit le moins 1, parce que je vais appliquer la loi là pour tous les éléments de q sauf moins 1, donc je bannis l'élément moins 1, ce qui veut dire que ceci doit être différent de 0, puisque le moins 1, je le fais passer à droite. Voilà. Bon, est-ce qu'elle est stable? Voyons voir. Bon, là, je vais rappliquer, je vais associer x plus y ici, plus y moins 1. Voilà. J'ai mal choisi mes valeurs. Si je prends ces deux-ci, y plus xy, voilà, plus et ces deux-ci, x moins 1. Voilà, doit être différent de 0. Ce qui veut dire si je mets y, si je mets x en évidence ici, si je vais mettre en y en évidence, ce qui fait 1 plus x plus x moins 1. Parce que ça va me donner quelque chose, ça. Ouais, le problème, il est là. Ici, celui-ci, s'il passe l'autre côté, ça fait plus 1 et non pas moins 1. Voilà. Là, je peux mettre en évidence. Là, ouais, là j'ai 1 plus x. Voilà. Je vais continuer dans un autre tableau. Voilà, je vais réécrire. Hein. Donc, j'ai mis en évidence y. Ça fait 1 plus x plus. Et là, bon, x plus 1, ça fait 1 plus x. Hein. Ça doit être différent de 0. Voilà. Si je mets 1 plus x en évidence, on a 1 plus x plus. Là, il va rester. Non, je mets en évidence 1 plus x. Là, je sors celui-ci. Là, il va rester y pour celui-ci. Si je sors 1 plus x, il va rester 1. Là, différent de 0. Voilà. Donc, en d'autres termes, on a x plus 1 fois y plus 1. Il doit être différent de 0. Quand est-ce que ça a lieu? Quand x est différent de moins 1 ou y différent de moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0, donc x différent de moins 1 et y différent de moins 1. Vous voyez que quand je rejette, regardez bien l'astuce, quand je rejette le moins 1, au niveau du résultat, mais qu'est-ce que j'ai ici? Mais que je rejette aussi le moins 1 en tant que valeur élémentaire, que ce soit en x ou en y, le moins 1 est rejeté. Donc, ici, on a q sauf moins 1 qui est là. Voilà, et là on a q. Bien sûr, là, on a que une seule valeur ici. Hein. On n'a que le moins 1 qui est là. On a rejeté le moins 1. C'était le but. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? Mais que le x, y, il peut valoir toute valeur, sauf moins 1, sauf moins 1. Voilà, il peut valoir toute valeur, sauf moins 1. Donc, ici, on rejette le moins 1. Dans cet ensemble-ci, on a rejeté en tant qu'élément le moins 1, aussi bien en tant que x et y. On met toutes les valeurs sauf moins 1. Effectivement, parce que moins 1 est à l'extérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a pris
x star y qui était différent de moins 1. Voilà. Donc on avait pris l'ensemble Q sauf moins 1. Et le résultat x est différent de moins 1. Y est différent de moins 1. Donc en fait la loi est stable en fait. La loi est stable pour la loi star. Donc qu'est-ce qui est stable? L'ensemble Q sauf moins 1 est stable pour la loi ici dans ce cas-ci, c'est la loi star. La loi star est stable pour l'ensemble là parce qu'en fait hein, on a rejeté un élément et en tant que, je veux dire, résultat, le résultat moins 1 est extrait, mais on retrouve que ces éléments n'accepteront pas moins 1, donc fatalement, elle est stable, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, pas de problème pour ça. Donc en fait ici, le Q sauf moins 1 n'acceptera pas moins 1, x égale moins 1, y moins 1 ne sera pas accepté. Effectivement, l'ensemble Q sauf moins 1 n'accepte pas le moins 1 dans son ensemble, puisqu'il est, il est rejeté, il est à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc on pourra dire juste qu'une autre composition interne, c'est tout simplement une application d'un ensemble vers un autre, hein. Enfin, on va dire d'un produit cartésien de deux valeurs, hein, pris dans le même ensemble, c'est-à-dire par exemple si je prends l'ensemble E, ce sera de E carré vers E. On aura une application, c'est-à-dire qu'on aura toujours un lien entre l'opération et son résultat. On aura toujours un lien. Il n'y a pas à un moment donné, on n'aura pas de lien. Elle sera partout définie. Fatalement, ça fera une application. On aura une application puisque toutes les flèches entre les éléments pris au départ x et y et son résultat x star y, voilà, je veux dire, on aura toujours une valeur. Voilà. Maintenant, ici, on a pris un ensemble, on a rejeté le moins 1, pourquoi pas, mais on a une stabilité dans. Voilà, voilà, je prends deux éléments où je ne prends pas le moins 1, mais fatalement, le résultat, après avoir fait agir l'opérateur étoile, eh bien, va donner une valeur différente de moins 1. Donc on est bien stable, on reste dedans. Et le moins 1, il est là. X ne vaudra jamais moins 1, Y ne vaudra jamais moins 1, et X star Y ne vaudra jamais moins 1. Puisque, voilà, il ne vaudra jamais moins 1. Donc elle est bien stable. Voilà. Il y a une stabilité dans ce cas de figure-là. Bon. Maintenant, pas confondre avec les fonctions, je veux dire, les fonctions stables. Hein. Bon, ça répond un petit peu à la même, mais ça, c'est pour les fonctions. Voilà. Quoique, voilà. Il y a une définition au niveau fonction, mais ici, bon, on a à faire une application. Hein, une application. Voilà. L'application, n'oubliez pas que chaque flèche est reliée. Hein. Contrairement à la fonction, je ne suis pas obligé d'avoir une flèche partout. Voilà. Quand on a un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, on n'est pas obligé d'avoir une flèche partout. Il y en a qui peuvent rester tout seuls. Voilà, ça c'est pour les fonctions. Par contre, les applications, tout est relié. Chaque élément a son, on va dire, son image. Chaque élément de départ a son image. Donc ici, on n'a pas forcément une image pour un élément donné. Et ça c'est pour les fonctions, et ça c'est pour les applications. Voilà. Si vous voulez, j'aurais pu peaufiner tout à l'heure la définition pour une fonction. Si je prends par exemple une fonction, si je prends une application par exemple de E dans E, eh bien on dirait que c'est stable si vous voulez. A est inclus dans E. Ça c'est pour la définition, je reviens sur la définition de stabilité pour les fonctions. A est inclus dans E. On dirait qu'elle est stable pour comment on appelle ça, elle est stable pour la fonction, pour F. C'est une autre définition que je suis en train de donner. Bien sûr, vous comprendrez seulement si F de A est égal à AA, tout simplement. Elle est inclus dans A, parce que F de A est inclus dans A, pas est égal. Voilà. Mais ça, c'est une définition, je veux dire, notre définition sur la stabilité.
On va dire que bon, voilà. Et donc ici, j'ai traité ici donc la notion de loi de composition interne, qui est une application de E carré dans E. Généralement, elle est tout le temps partout définie. Et et j'ai traité un petit peu de ce qu'on appelle la stabilité d'un ensemble pour une loi donnée. Voilà, pour une loi donnée. Voilà, je vous remercie beaucoup.